Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, la consigne du verre va-t-elle faire son grand retour en France ? C'était une promesse de la secrétaire d'État à l'écologie l'année dernière, mettre en place d'ici à 2 ans une consigne sur les emballages en verre. Il y en a une entreprise qui a déjà fait ce choix, c'est Joyon, une chaîne solidaire de bouteilles de vin consignées sur Paris. On reçoit son fondateur dans 1 minute. Également dans cette émission, le passage à l'échelle des green tech industriels. Trouver une innovation, c'est bien. L'industrialiser pour qu'elle ait un impact, eh bien c'est mieux. C'est l'ambition que se donne Find Climate, nouveau lieu dédié à l'accompagnement de ces startups. Il se trouve à Nanterre et on a déjà sélectionné une, e-cargo, qui sera également avec nous. Enfin, direction la Corse et non pas les Antilles, même si c'est de Rome dont nous allons parler. Les 2 cofondatrices de la start-up Rome Orangerie sont lauréates des trophées H-Up Entrepreneur qui accompagnent les entrepreneurs en situation de handicap. J'ai tout dit. Bienvenue à tous dans Smart Impact. C'est parti. Jeter sa bouteille après l'avoir bu, c'est un peu comme jeter son assiette après le repas. Ce n'est pas moi qui le dis, mais une vigneronne. Mais je trouvais qu'elle était de bon ton pour introduire notre sujet du jour, la consigne du verre. Ça paraît du bon sens, nos aînés le faisaient et pourtant, elle n'a toujours pas décollé en France. Nous en parlons aujourd'hui avec le cofondateur de Joyon, une chaîne solidaire de bouteilles de vin consignées. Marc Etcheberry-Garay est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup Marc d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est quoi l'origine, la genèse du projet Joyon ? Alors, moi je suis un ancien restaurateur, j'ai travaillé dans des associations engagées autour de l'alimentation, notamment Yes We Camp, qui fait de l'urbanisme transitoire, qui est un peu connu sur le territoire parisien, et avec différents acteurs de l'agriculture, des vignerons, des distributeurs. On s'est toujours dit que c'était compliqué d'être engagé et de respecter un prix juste. Donc du coup, on a expérimenté une mise en bouteille de bouteilles consignées une première fois, où on a fait venir du vin à Paris, et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des choses très bien avec du bon vin à un prix juste. Voilà. Et donc après 2-3 expérimentations, on a créé une coopérative, une SIC, avec les différents acteurs impliqués dans le projet. Donc des vignerons ? C'est quoi ? C'est que des acteurs du vin ? Alors, il y a des vignerons parce qu'on veut vraiment mettre en avant les vignerons parce que la consigne qui existait dans les années 50 a disparu parce qu'il y a eu des soucis aussi un peu de qualité et on ne savait plus trop ce qu'on buvait. Là, on fait du vin qui est mis en bouteille à Paris, mais avec des vignerons que l'on met en avant dans nos bouteilles. Donc c'est intéressant, la consigne, c'est donc, enfin en tout cas pour vous, là c'est un engagement des vignerons d'abord, c'est ça ? Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte que les vignerons, dans leur bilan carbone, il y avait 40% qui étaient liés à la gestion du verre, ce qui est énorme, on ne se rend pas forcément compte, plus que la gestion d'un tracteur. Enfin, voilà. Du coup, voilà, nous on achète les bouteilles, Joyon achète les bouteilles qui sont à Paris, on fait monter le vin à Paris, et le vin circule sur les différents acteurs. Donc, alors voilà, expliquez-nous, c'est quoi cette chaîne-là la chaîne circulaire, de réutilisation, recyclage de cette bouteille de vin en verre. Tout à fait. Donc la cuve de vin arrive à Paris. Oui. On les met en bouteille avec les différents sociétaires de la coopérative. De là, on met... Donc c'est souvent des cuves de 1000 litres, pour être très précis. Donc voilà, on a 1600 bouteilles qui sont créées. De là, elles sont livrées en vélo cargo chez les bénéficiaires, qui sont souvent des restaurateurs ou des traiteurs engagés. On vient les récupérer, on les fait laver par une coopérative aussi engagée qui s'appelle Oeco, au Parc de la Villette, et elles reviennent dans le cycle pour une nouvelle mise en bouteille. Voilà. Et ça, on peut faire ça combien de fois ? Une bouteille, elle peut avoir combien de vies ? Voilà, aujourd'hui, nous, on utilise des bouteilles champenoises, qui sont des bouteilles solides aussi, qui permettent de les transporter facilement. On peut légalement... C'est 50 lavages, on peut même imaginer que ça peut aller beaucoup plus. Ça ne pourrait pas marcher sur toutes les bouteilles, c'est ce que vous dites ? Oui, en fait, l'inconvénient qu'on a, c'est que nous, on déplace ces bouteilles-là, c'est des casiers, des casiers avec les bouteilles, donc, qui sont transportés en vélo, donc il y a du contact et elles peuvent être plus fragiles. Mais aujourd'hui, on a quasiment 90% de retour de nos bouteilles, donc on a très peu de pertes, ce qui est assez... remarquable. Vous parliez de vélo cargo. Est-ce que toutes vos bouteilles sont aujourd'hui livrées de cette manière-là ? Alors oui, à chaque restaurateur qui nous font une commande de 60 bouteilles, qui correspond à ce qui remplit un vélo cargo. D'accord.
on est livré à vélo. Si on a des plus petites commandes, des fois on peut faire des panachages avec d'autres distributeurs de boissons pour pouvoir alimenter les différents restaurants. C'est important pour vous d'être cohérent aussi sur cette question. On sait que le transport c'est assez polluant. C'est important pour vous aussi d'être cohérent sur cette question. Effectivement, on essaie d'être cohérent sur toute la chaîne de circulaire, que ce soit la création de la bouteille, la livraison à vélo, la récupération, le lavage et le choix aussi des vignerons qui sont tous certifiés en agriculture biologique. Est-ce que vous vous sentez, je ne sais pas si je vais le dire comme ça, un peu seul aujourd'hui dans le paysage de la consigne en France? Je le disais en préambule de cette émission. On en a parlé à une époque, vous parlez des années 50 tout à l'heure. Je ne sais pas, aujourd'hui vous vous sentez un peu seul sur ce sujet-là? Il y a de plus en plus d'acteurs qui commencent à se mobiliser, notamment en région. Après, il y a eu beaucoup aussi d'investissements de l'État sur le développement du plastique, ce qui fait que de revenir en arrière et de redévelopper toute la logistique, l'industrie autour de la consigne, c'est pas évident. Et même culturellement, les Français, même s'ils sont tous d'accord pour faire la consigne, n'ont pas encore le réflexe de ramener leur contenant. Voilà. C'est pour ça que nous, on s'adresse aujourd'hui aux restaurateurs, parce qu'on est sûr de récupérer la majorité de nos bouteilles. Parce que l'ancienne secrétaire d'État à l'écologie, elle avait confirmé la mise en place d'une consigne sur les emballages en verre pour produits alimentaires d'ici à 2 ans. Il y a plusieurs, vous dites, les gens commencent à s'y mettre. C'est vrai qu'il y a plusieurs distributeurs qui ont lancé des premières expérimentations aussi sur les consignes. Bon, en gros, selon vous, on est quand même en bonne voie, on va dans le bon sens? On est en bonne voie. Nous, on se rend compte que déjà, en tous les cas, les restaurants et les gens qui sont de plus en plus engagés ont envie de participer à l'amélioration du bilan carbone des vignerons et de moins jeter les bouteilles, de remplir les poubelles. Donc je pense qu'on est en bonne voie. Après, il faut que les Français se réengagent de nouveau pour ramener leurs contenants là où ils achètent leurs produits. Est-ce que vous êtes soutenu par les pouvoirs publics d'une manière ou d'une autre, via des subventions? Joyons, je ne sais pas. Est-ce que tout à fait. On a eu la chance d'être accompagné par la mairie de Paris qui nous accompagne et qui est aussi engagée sur l'alimentation durable sur son territoire. Donc, qui nous soutient énormément, qui nous a permis d'investir notamment les premiers outils dont on avait besoin. C'était une tireuse à vin, c'est les premières bouteilles, les premiers casiers. Voilà, donc ils nous mettent le pied à l'étrier pour après continuer à se développer. Et c'est quoi justement, continuer à se développer? Ça veut dire quoi? C'est quoi vos objectifs? Aujourd'hui, je ne sais plus si vous l'avez dit, vous travaillez avec combien de vignerons actuellement? Pour les vignerons, aujourd'hui, on est vraiment en démarrage. Oui, voilà. On a 4 vignerons qui nous suivent. Ouais. On espère en mobiliser de plus en plus. Il y a des gens qui commencent aussi, des vignerons qui commencent à nous solliciter. Et après, on travaille aujourd'hui avec une quarantaine de restaurateurs. Et on démarre à peine. La coopérative a été créée en janvier 2024. Et donc, on espère multiplier par 2, par 2, par 3, par 10 d'ici l'année prochaine. Mais vous donnez l'exemple aussi. C'est ça aussi, Joyon. C'est donner l'exemple, montrer que c'est possible. Voilà, on essaie de sensibiliser les gens autour de ça. Donc, ça concerne les acteurs publics. Oui. Les citoyens qui vont aussi dans les restaurants, qui disent « Ah tiens, voilà, on peut aussi reboire des produits de qualité dans des bouteilles consignées et à des prix justes. » C'est aussi le succès de notre projet, c'est que le prix qu'on affiche en tous les cas est juste. Voilà. Non, c'est très intéressant. On peut faire ça avec les bouteilles de vin, on peut faire ça avec n'importe quelle bouteille? Oui, nous, on est... Notre dada, nous, c'est le vin. Ouais. Mais oui, tous les contenants, tout est possible. Tout est possible pour que ce soit de toutes les boissons alcoolisées ou non alcoolisées. Il faut attention de ne pas trop boire de vin non plus. Et ça marche pour les contenants aussi alimentaires. Donc, Pour qu'on fasse un résumé, vous disiez tout à l'heure, en termes d'impact carbone, vous parliez de coûts. Voilà, si vous deviez vendre, j'ai envie de dire, Marc, ce principe de la consigne, voilà, les différents avantages pour montrer aux gens pourquoi ils devraient s'y mettre en termes de coûts, en termes d'impact carbone. Il y a un exemple type, c'est par exemple... il faut à peu près 1300 litres pour créer une nouvelle bouteille. Oui. Alors qu'avec 1300 litres, on peut laver 500 bouteilles 50 fois. Voilà. Donc la création d'une bouteille, on peut le remplacer par l'utilisation de bouteilles consignées en très grande quantité. Voilà. Et ça évite de transporter encore des aliments ou des contenants pour rien, alors qu'ils sont déjà là. Merci beaucoup Marc Etcheberry-Garay d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Impact. Je rappelle, vous êtes le cofondateur de Joyon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On passe tout de suite au débat RSE. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
Smart Impact, le débat RSE, aujourd'hui un enjeu de taille, le passage à l'échelle des green tech industriels. Selon Find Climate, 100% des innovations pour atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre pour 2030 existent. 75% sont des startups industrielles. Réussir la transition environnementale impliquerait donc de réussir ce passage à l'échelle. Nous en parlons aujourd'hui avec Sonia Artignan-Fredou, présidente et cofondatrice de Find Climate. Bonjour Sonia. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Gauthier Donadieu de la Vie nous accompagne également, le cofondateur d'Icargo. Bonjour. Bonjour Eva. Merci à tous les deux d'être là. Sonia, ma première question, elle est pour vous. Find Climate, c'est un site, je l'ai dit en préambule de cette émission, dédié aux startups de la Green Tech. C'est à Nanterre, je crois. Ça fait à peu près 10 000 mètres carrés. On en est où aujourd'hui de ce lieu? Est-ce qu'il est ouvert? Il va ouvrir? Voilà, dites-nous. Oui, tout à fait. Alors, c'est un lieu, effectivement, qui est dans un bâtiment de bureaux qui a été transformé pour accueillir des startups industrielles et tout l'écosystème. Donc, on a transformé pour l'instant 3500 mètres carrés. Cet immeuble, il fait 55 000 mètres carrés. D'accord. Ça fait presque 10 fois le Stade de France. On est bientôt dans les JO, donc on imagine que c'est très grand. Et donc, on ouvre le 3 juin, donc c'est vraiment très prochainement. Okay. Et on va commencer avec 3500 mètres carrés d'ateliers industriels. Donc, de bureaux, d'ateliers surtout des ateliers. Le reste de l'immeuble, bien sûr, il y aura des bureaux, puisque ces startups ont besoin d'avoir différents types d'ateliers, de bureaux, etc. Mais on commence par une sorte d'usine urbaine sur 3500 mètres carrés à Nanterre, dans un immeuble de bureaux. Donc, dédié aux startups de la green tech, des startups green tech industrielles. C'était ça l'objectif, c'était ça l'idée, c'était d'accompagner ces startups bien spécifiquement. Oui, absolument, parce qu'en fait, des startups, il y en a beaucoup. On est la Startup Nation, et donc ce sujet de la lutte contre le dérèglement climatique, c'est un sujet dont beaucoup de startups s'occupent. Mais en fait, celles qui arrivent à bien se développer, ce sont surtout les startups traditionnelles, software, intelligence artificielle, etc. Alors qu'on a besoin de s'occuper aussi des startups qui vont produire des choses en dur. Par exemple, de la nouvelle mobilité décarbonée, des nouveaux objets qui ont un impact positif pour la planète. Ouais, vous vous êtes dit, il faut les aider à passer de la R&D à passer de la R&D à on a ça dans notre salon et on a ça dans les usines. Voilà, complètement. Et en fait, elles ont des besoins très spécifiques qui ne sont pas aujourd'hui adressés dans les structures traditionnelles qui existent et qu'on connaît très bien. Bon, ces besoins peut-être spécifiques, on va aussi en parler avec Gauthier Donadieu de la Vie. Mais d'abord, Icargo, c'est quoi? Expliquez-nous. Alors, Icargo, c'est une green tech industrielle, et on s'attaque à des enjeux fonciers et des pertes de productivité de sites logistiques ou d'entrepôts. Et on vient leur apporter un carburant vert, l'hydrogène, pour booster leur activité logistique. Et cet hydrogène, on veut le produire sur place avec de l'énergie solaire localement, donc en circuit court. Donc vous aussi, c'est votre ambition de passer de la R&D à la production industrielle. Et pour ça, on a besoin d'espaces comme Find peut le proposer pour étudier, analyser, tester. Et pour ça, c'est des espaces pas toujours faciles à avoir. Aux portes de Paris, c'est réellement une chance qu'on va avoir pour justement s'installer, monter des choses, les tester et valider certaines hypothèses qu'on a émises. Icargo, je ne l'ai pas précisé, c'est une des startups que Find Climate a sélectionnées. Voilà, tout à fait. Et qui va arriver, on est en train de travailler sur cette arrivée, parce que la particularité aussi de ces startups, c'est qu'elles changent très vite. Elles évoluent, elles trouvent des nouvelles idées, des nouvelles technologies. Un jour, elles vont nous dire, j'ai plutôt besoin d'un atelier comme ça, de 50 mètres carrés par exemple. Et puis après, 2 semaines après, elles nous disent, non, mais finalement, on a une nouvelle idée. On a besoin aussi d'un bureau, on a besoin d'autres choses. Donc nous, il faut qu'on ait cette capacité à nous adapter à leurs besoins. Et donc, on a sélectionné pour l'instant 5 startups. Et l'idée, c'est vraiment d'en accueillir une trentaine, en fait, à terme, dans ces espaces, et d'être en mesure de leur offrir tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils se focalisent vraiment sur leur valeur ajoutée. C'est passer du labo R&D à la solution est déployée partout. Vous savez déjà concrètement exactement ce dont vous avez besoin, ou ça va évoluer de toute façon, évidemment? Ça va forcément évoluer. Alors, c'est ce qu'on co-construit avec les équipes de Find sur déjà le lieu, les typologies d'énergie. Alors, comme on est dans l'industrie, il faut parler de la pression, hauteur sous plafond, il y a des effluents, etc. Mais ce n'est pas qu'un lieu, c'est aussi un écosystème avec des experts. En effet, Green Tech, le temps est long. Il y a des experts, des besoins technologiques, etc.
Et ça va être un accompagnement pour nous aider à trouver les bonnes personnes qui sont vraiment spécifiques au monde industriel, qui peut être différent de l'IA qu'on entend beaucoup ou d'autres choses. Vous, de votre point de vue, de votre expérience, comment vous expliquez que ce passage à l'échelle il soit si compliqué pour des activités comme la vôtre? On l'a un peu compris dans votre réponse, mais voilà, vous, de votre expérience, qu'est-ce qui fait que ce soit si dur? Parce quand on innove, il y a des choses qui ne sont pas encore créées. Et il faut les réfléchir, il faut les penser, il faut les designer. On n'a pas forcément toujours les moyens, les ressources en interne. C'est comment on s'entoure. Et le but, c'est de s'entourer des meilleurs pour être capable d'avancer le plus vite possible. Les green tech, c'est aussi un temps long. Voilà, on pense, on réfléchit, il y a de l'innovation, il faut tester. Et après, il faut appliquer. Et tout ça, ce sont des acteurs et des accompagnateurs qui répondent à des besoins assez spécifiques propres au monde industriel. C'est quoi le profil de ces accompagnateurs, là, justement, de ceux qui vont accompagner ces startups sur des sujets très techniques, des fois? Oui, absolument. Alors, la plupart du temps, il y a un vrai sujet de ce qu'on appelle la pré-industrialisation, ou l'industrialisation, donc passer du prototype, du démonstrateur et de la petite taille à je construis une usine qui va qui va me permettre de produire. Donc, en fait, pour cette dimension-là, qui est totalement spécifique pour ces innovations, ce sont des gens qui sont des bureaux d'études, des ingénieurs. Ce sont des compétences qu'on trouve dans les grands groupes. Moi, je viens du grand groupe et en fait, les grands groupes savent faire ça. Par contre, les startups, beaucoup moins bien. Et donc, il y a toute cette expertise de pré-industrialisation, mettre en place des processus avec de la qualité, être en mesure de définir ce que va être l'usine, etc. Mais il y a d'autres difficultés aussi qu'ils ont à affronter, en fait. Ce sont des difficultés qui sont vraiment liées à l'espace et au fait d'avoir accès à des ateliers industriels qui vont pouvoir grandir. Parce que ces entreprises, c'est du temps long, mais en même temps, elles vont recruter, s'entourer de plus en plus d'équipes, et il faut qu'elles soient dans un lieu qui évolue avec elles. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire dans l'immeuble qui s'appelle Baya pour l'ensemble. D'où les 10 stades de France. Voilà, d'où les 10 stades de France, parce qu'on espère, avec toutes ces entreprises, d'en faire des futurs leaders et qu'elles puissent représenter beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, en France, il y a 2700 entreprises green tech et start-up. C'est une étude qui a été faite par la BPI. Ça représente 35 000 emplois. On espère que dans notre immeuble, on va avoir beaucoup d'emplois aussi qui vont être créés. Et ils ont aussi des challenges, évidemment, liés au financement. Parce que c'est de l'industrie. Oui. Donc, il faut financer ce qu'on appelle des CAPEX. Donc, il faut financer des usines. Il faut vraiment avoir des investisseurs qui sont prêts à prendre des risques différemment. C'est beaucoup un enjeu de financement. Je ne sais pas votre avis là-dessus. Moi, je trouve ça assez paradoxal parce que c'est un enjeu financier. En même temps, on ne se rend pas compte que ce n'est pas que ça non plus. Les green tech françaises attirent en 2023 le plus les investisseurs. Donc, c'est-à-dire que des financements, il y en a, les investisseurs y vont, et malgré tout, ça continue de bloquer. Je ne sais pas votre avis là-dessus, sur cet enjeu financier. Alors, le financier est toujours un souci. La compréhension, il y a un risque. Quel est le marché aussi auquel on répond. Ouais. Et en effet, il y a beaucoup de CAPEX. Et du coup, ce n'est pas toujours les mêmes poches d'investissement. Et il y a plusieurs étapes. Et du coup, il y a aussi un accompagnement sur du long terme qui est nécessaire. Et tous les fonds ou les poches d'investissement ne répondent pas toujours à ces caractéristiques. Ouais. Et pour revenir sur la flexibilité, il y a aussi le mot flexibilité de Fine, qui est un accompagnement où aujourd'hui, on peut être 3, 4. Alors, pour e-cargo, on est 5 aujourd'hui. Demain, on sera peut-être 10. C'est aussi d'être capable de grandir sans devoir déménager tous les 6 mois. Et donc, cette flexibilité-là est un soulagement. En fait, c'est d'autant de choses où on n'a plus à s'en occuper pour se focaliser réellement sur ce en quoi on travaille. Sonia, j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous disiez. Vous parliez de grands groupes. Comment on favorise cette coopération entre ces acteurs start-up, grands groupes? Ça, c'est peut-être un de vos objectifs aussi dans ce lieu, c'est de faire se rencontrer tous ces acteurs. On parle de recherche, donc il y a aussi peut-être des universitaires. Enfin voilà, c'est tout ce monde-là qu'il faut se faire se rencontrer. Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait le constat, au travers de mon parcours, évidemment, mais aussi, on le voit beaucoup aujourd'hui, et pour ces startups, c'est évident.
cette transition environnementale, cette transformation, on a besoin de la faire de façon collective. Donc c'est bien qu'il y ait des startups qui se développent, qui lèvent de l'argent, qui amènent des solutions. Mais si les grands groupes ne sont pas des clients qui vont travailler avec les startups et qui vont intégrer leurs solutions dans leurs usines, par exemple, pour se décarboner. Typiquement, Gauthier parlait de la logistique. Il faut que tous les logisticiens et les entreprises qui ont des entrepôts utilisent ces innovations-là. Et il faut une véritable coopération. Donc nous, notre vocation, c'est aussi de se créer c'est de créer cette plateforme où vont se rencontrer des acteurs et vont construire parce que le grand groupe, il peut aider la start-up pour ce passage à l'échelle avec ses infrastructures, il a les compétences. Il a les compétences, il a les infrastructures, et c'est aussi un client qui peut très vite, on parle de lever de l'argent, mais la meilleure façon d'avoir de l'argent, c'est d'avoir des clients qui payent. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut favoriser aussi pour les startups. Et puis, le grand groupe, il est lui-même investisseur. Et il est lui-même une entreprise qui innove et qui peut aussi venir chez Find Climate et développer ses propres solutions. Donc il y a plein de façons de réussir, mais vu ce qu'on a à faire et ce qu'on a à réussir, il faut vraiment qu'on le fasse collectivement, en plus de ces initiatives de start-up qui se font plus individuellement, j'allais dire, en tant qu'entreprise. Les pouvoirs publics, ils sont là aussi dans ce projet-là ? Oui, ils sont là. Alors, pour Find Climate lui-même, nous aussi, on est une start-up et donc on est financé dans le cadre de France 2030, donc à l'échelle nationale et aussi par la région. Donc voilà, donc on est grand lieu d'innovation et on a une aide de ces deux structures. Et puis les pouvoirs publics, ils sont aussi là, au travers de la BPI, par exemple, au travers de l'ADEME, au travers d'organisations, bien sûr, le département 92, la ville de Nanterre. On a tout cet écosystème qui est extrêmement engagé, parce qu'il y a une volonté collective, évidemment, de faire qu'on réussisse. Et parce que tout le monde voit aussi que grâce à ça, on va créer des emplois. On va réindustrialiser, par exemple... et c'est un peu un des objectifs du gouvernement actuel. Réindustrialiser en décarbonant. Quand on parle de 35 000 emplois avec les Green Tech aujourd'hui, l'idée, c'est d'en créer plus. Et on a évidemment un vrai sujet de nouvelles compétences qu'il va falloir développer. Donc, il va falloir former des gens, des jeunes, et puis avoir des nouvelles compétences dans tous ces domaines. La mobilité hydrogène, je parle beaucoup de la mobilité, mais il n'y a pas que la mobilité, c'est décarboner la logistique. Ça a nécessité des nouvelles compétences qui n'existent pas aujourd'hui. On va terminer avec vous, Gauthier. C'est quoi vos objectifs là, pour les mois à venir ? D'arriver à Find, là, on a un premier démonstrateur qui aura lieu à l'automne, pour valider quelques hypothèses et rassurer aussi nos premiers clients. Et c'est déjà un bel objectif pour 2024. Et après, ça sera de monter en puissance, de signer nos premiers contrats et implantation d'écosystèmes. On parlait de réindustrialisation. On veut le faire et en faisant mieux et moins d'impact, et du coup en décarbonant, et c'est ce qu'on essaye d'apporter avec la solution e-cargo. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui dans Smart Impact. Sonia Artignan-Fredoux, je rappelle, vous êtes la présidente et cofondatrice de Find Climate. Gauthier Donadieu de la Vie, le cofondateur d'e-cargo. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On termine cette émission par la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Laurence Mattei et Sandra Gostoli, lauréates du trophée H-Up Entrepreneur pour leur projet Rhum Arrangerie. Elles produisent du rhum arrangé en Corse, où toutes les deux vivent. Toutes les deux sont aussi en situation de handicap. C'est l'ambition d'H-Up, justement, d'accompagner ces entrepreneurs. Bismart est d'ailleurs partenaire de l'association. Elles sont toutes les deux avec nous à distance. Bonjour. Bonjour Eva, bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. Qui est Laurence, qui est Sandra, pour ceux qui nous regardent ? Je suis Laurence. Non, Sandra. Sandra, comment vous êtes rencontrées ? Alors ça fait un petit moment maintenant. Ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans. Donc ça fait aussi un long moment qu'on travaille ensemble. Une dizaine d'années, je crois. Expliquez-nous pourquoi le rhum ? Pourquoi le rhum ? Il y a beaucoup de raisons en fait. Le rhum était très peu travaillé en Corse ces dernières années encore. Et c'est un produit que personnellement j'affectionne beaucoup. J'ai des souvenirs d'enfance. Mon père était capitaine au long cours.
et ramenait de ses voyages des bouteilles de rhum des Antilles. Donc j'ai ce souvenir. J'ai travaillé également dans la restauration. C'est mon cursus professionnel dans la restauration de luxe et l'hôtellerie. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec les cocktails en mixologie, ce produit. Et en fait, en Corse, il n'y avait pas de produit vraiment spécifique et original avec du rhum. Et en fait, l'idée, c'était de travailler les produits insulaires, les plantes, les fruits, et de faire une association avec un rhum et de trouver des recettes originales et uniques, créer un nouveau produit. Donc, on est d'accord, Sandra, peut-être vous allez répondre, c'est l'arrangement qui est fait en Corse, c'est ça? Oui, tout à fait. Nous travaillons avec des rhums agricoles, donc qui viennent de Martinique et de Guadeloupe. On fait venir directement dans nos caves et ensuite on travaille des macérations, voilà, comme l'a dit Laurence, avec des fruits vraiment emblématiques de chez nous, des plantes aussi, et on mélange aussi avec des fruits exotiques pour donner un petit peu ce côté original. Donc des exemples de recettes très rapidement pour nous faire voyager? Alors nous avons créé là dernièrement le clémentine café, donc c'est les clémentines bien sûr de chez nous, hein, IGP et bio, et le café qui est torréfié aussi sur notre île. Voilà. Après nous avons le cédra qui est un fruit emblématique, on travaille avec le gingembre, nous avons la myrte avec de la vanille, nous travaillons la noisette avec la vanille. Voilà, c'est des produits un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Je me dois de préciser évidemment que l'alcool est à consommer avec modération. Je parlais de H-Up en préambule de cette émission. Comment l'association, elle vous accompagne ? Alors l'association nous accompagnait par le biais on a fait un mentoring avec une personne qui s'appelait Didier Moneste, qui nous a suivis pendant 1 an dans le montage du projet. Est-ce que votre handicap, c'est une source de difficulté, vous, dans votre quotidien d'entrepreneur ? C'est un peu l'idée de cette association, justement, c'est de vous aider, de vous pousser, de vous accompagner. Est-ce que vous ressentez une difficulté particulière ? Aujourd'hui, non. On a beaucoup travaillé donc, en mentoring, vraiment, on était parti sur un travail simplement au départ d'une étude de marché. Et en fait, Didier nous avait accompagnés bien plus que ça. Sandra, c'est quoi la suite pour vous ? On terminera là-dessus. La suite pour Rhum Arangerie. La suite pour la Rhum Arangerie, nous allons travailler en dévieillissement, en fût. Nous allons apporter des saveurs nouvelles et on va exporter de plus en plus sur le continent. Merci beaucoup à toutes les deux, Laurence Mattei, Sandra Gostoli, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes les cofondatrices de Rhum Arangerie. Évidemment, je le répète, l'alcool est à consommer avec modération. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Cyrielle Chazal qui m'a aidé à la préparer. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Impact sur Bismart. À très vite. Ciao.